Les évêques vietnamiens viennent d'achever leur assemblée plénière, des travaux très importants dans un pays où la liberté religieuse est la plus restreinte au monde. Cette semaine, nous partons donc au Vietnam où le régime communiste contrôle l'Église. Le gouvernement pratique la discrimination sur une population catholique qui représente pourtant 8% de la population. Une Église très vivante malgré les nombreuses difficultés. C'est ce que nous allons voir avec mon invité Natacha Brunet. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes journaliste à Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Alors, quelle est la situation de ces catholiques vietnamiens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire? L'Église du Vietnam, qui représente entre 7 et 9% de la population vietnamienne aujourd'hui, souffre depuis 1975 d'une restriction des libertés religieuses. 1975 pour la totalité du pays et dès 1954 pour la partie nord du Vietnam. 1975 parce que le régime communiste. Voilà, le régime communiste prend d'assaut Saigon et tout le pays devient communiste. Donc là, la fin du XXe siècle va être très difficile pour les catholiques et les croyants de manière générale au Vietnam. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Église catholique du Vietnam a la liberté de pratique du culte. Les prêtres, les ordinations de prêtres et les entrées au séminaire se font en accord avec les autorités gouvernementales locales. Et les ordinations sacerdotales se font en concertation entre le Saint-Siège et les organisations gouvernementales. Donc ça ressemble un peu à la Chine, mais c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait, pas tout à fait. Alors revenons un peu sur ce passé. Qu'est-ce qui se passe quand les communistes prennent le pouvoir au Vietnam pour les chrétiens? Eh bien, la plupart des prêtres sont envoyés dans des camps de rééducation par le travail. Les biens de l'Église sont confisqués. Donc les religieux sont dans l'obligation de quitter leur couvent, les missionnaires étrangers sont mis à la porte et l'Église se replie sur elle-même pour survivre. Alors je vous propose tout de suite de voir le portrait d'une figure emblématique de cette Église du Vietnam. Il s'agit du cardinal Van Thuan, décédé d'un cancer, c'était en 2002. L'homme a su résister à la dictature communiste. On regarde. C'est en septembre 2002 qu'un cancer mit fin à la vie d'un cardinal vietnamien que le communisme ne vainquit jamais. Nguyen Van Thuan était né en 1928. Ordonné prêtre à l'âge de 25 ans, il devint évêque à 39 ans. C'était à une époque difficile pour les catholiques au Vietnam. En 1975, les Viet Cong conquirent Saigon, emprisonnèrent l'évêque. Ce fut le début des 13 ans de ce qu'on pourrait appeler le martyre de Van Thuan. Par moments, j'étais envoyé dans un camp de rééducation qui demandait beaucoup de dur labeur. À d'autres moments, j'étais isolé des autres, un autre type de supplice. Tous les symboles chrétiens étaient interdits, mais cela ne suffisait pas pour réprimer Monseigneur Van Thuan. Comme je travaillais à un moment en tant que charpentier, j'ai coupé un morceau de bois, l'ai caché dans un savon, puis en ai fait ma croix pectorale. Son amour de l'Eucharistie, associé à son ingéniosité, lui permit de contourner les officiers communistes chargés de la sécurité et de célébrer la messe tous les jours. Un cardinal créé en même temps que Van Thuan se souvient bien de cette histoire. Dans une main, il versait 3 gouttes de vin et une d'eau. Dans l'autre, il tenait une miette de pain. Il disait que célébrer ainsi la messe lui donnait force, courage et sérénité. Après 13 ans d'incarcération, le gouvernement vietnamien libéra Van Thuan. Jean-Paul II le reçut alors au Vatican, il le créa cardinal en 2001. Qu'est-ce qu'il représente, ce cardinal, au Vietnam? Ce cardinal, Monseigneur Nguyen Van Thuan, est vraiment le prophète de l'espérance pour l'Église du Vietnam qui a souffert de persécutions, qui peut encore en souffrir aujourd'hui. Et c'est vraiment le symbole de ce peuple qui résiste dans la souffrance et dans la persévérance pour vivre sa foi, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent de manière quotidienne. Et comment il a vécu cette période difficile, cette période noire de ce début du communisme? Il a passé 13 ans en prison ou en résidence surveillée, puisqu'il venait d'être nommé archevêque coadjuteur de Saigon, et une semaine après, Saigon était pris par les Viet Cong. Et donc il a été emprisonné pendant 13 ans, puisqu'il était également le neveu du président de la République sud du Vietnam. Et il a gardé l'espérance, il a continué de célébrer la messe dans des conditions assez terribles.
Et ce qui est formidable, c'est qu'il a continué d'être en lien avec son peuple qui était persécuté en transmettant des messages d'espérance par le biais d'un calendrier. Il arrachait une page chaque jour et il écrivait son message qu'un petit enfant ou par les complicités des geôliers, il arrivait à transmettre à son peuple. Et donc c'est une figure de la résistance que tout le monde connaît au Vietnam. Oui, vraiment. Au-delà des catholiques. Et même au-delà du Vietnam, c'est vraiment... Que dit-il de l'Église du Vietnam d'aujourd'hui? Est-ce que cette figure évoque quelque chose pour les Vietnamiens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il leur dit aujourd'hui, même s'il est décédé? Je pense que l'ouverture du procès en béatification le jour du 5e anniversaire de sa mort, le 16 septembre 2007, est vraiment un signe de victoire de la foi des catholiques vietnamiens, malgré les persécutions qu'ils ont vécues à la fin du XXe siècle. Alors on parle d'un autre prêtre en ce moment, il s'agit du père Van Ly. Et quelle est son histoire, ce prêtre? Le père Nguyen Van Ly est un prêtre qui a créé un parti politique démocratique et qui est actuellement en prison parce qu'au Vietnam, il ne faut pas trop parler de démocratie ou faire de la politique. On peut parler de martyrs encore aujourd'hui au Vietnam? Il y a eu des martyrs, effectivement, au Vietnam, qu'il y en ait encore aujourd'hui, probablement. C'est l'avenir qui nous le dira avec les procès en béatification ou non qui seront ouverts en fonction des martyrs qui ont vécu ces persécutions du XXe siècle. Jean-Paul II avait canonisé une centaine de martyrs vietnamiens. Qui sont-ils? À quelle époque appartiennent-ils? Ce sont des martyrs qui ont été canonisés en juin 1988. 117 martyrs qui ont été canonisés, parmi lesquels 21 prêtres missionnaires, dont 10 prêtres des missions étrangères de Paris. Ils appartiennent spécialement à la période du 19e siècle, qui a été une grande vague de persécution, où 90 000 chrétiens ont trouvé la mort. Une persécution par qui? Comment? Par les empereurs de l'époque. D'accord. Qui avaient interdit la religion chrétienne. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église est persécutée au Vietnam? De manière générale, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est persécutée du nord au sud du Vietnam, puisqu'il y a une liberté de culte. Les catholiques peuvent librement aller à la messe tous les jours, et beaucoup de gens pratiquent leur religion de manière quotidienne. Par contre, il y a des régions qui souffrent plus ou moins de persécutions. Tout dépend en fait des relations de l'Église locale avec les autorités locales. C'est-à-dire que ça se gère au cas par cas? Ça se gère au cas par cas. Et si vous passez du sud au nord du Vietnam, vous pouvez vous rendre compte effectivement que la liberté est quand même plus souple dans le sud que dans le nord, où on se rapproche du pouvoir politique. Et quelle est la différence, oui, justement, entre le sud et le nord? Il y a beaucoup de différences entre le sud et le nord, pas seulement climatiques, il y a également au niveau économique et social, et qui ont des répercussions sur le visage de l'Église locale, puisque vous avez des grandes vagues de migration du nord vers le sud, puisque les gens sont à la recherche d'un travail qui appauvrit les diocèses du nord en force vive, en jeunesse, puisque la jeunesse migre également. Et on a donc des diocèses catholiques qui s'appauvrissent en nombre pour gonfler les diocèses du Sud. Est-ce qu'on peut parler, par contre, s'il est difficile de parler de persécution, est-ce qu'on peut parler de discrimination? Discrimination, mais tout dépend également des régions. Si vous voulez, si vous êtes à Saigon, Ho Chi Minh Ville aujourd'hui, vous pouvez aller à la messe librement, vous ne sentez pas des discriminations à proprement parler. Si vous creusez un peu, il va y en avoir. Par exemple, si vous voulez devenir professeur à l'université, dans une université d'État, puisque de toute manière il n'y a que des universités d'État, il faut avoir la carte du parti communiste. Donc après, tout dépend de ce qu'on met derrière discrimination. C'est un régime qui est très subtil et une culture qui est également très subtile. Donc c'est très difficile de généraliser sur des principes. En réponse, l'Église, elle aussi, est subtile. Très subtile. C'est-à-dire? Très subtile. Par exemple, il n'existe pas aujourd'hui de relations diplomatiques à proprement parler entre le Saint-Siège et les autorités gouvernementales du Vietnam. Ceci dit, depuis 1989, chaque année, une délégation du Saint-Siège se rend au Vietnam pour négocier, entre autres, les nominations des évêques. Alors ceci dit, vous l'avez dit, l'Église est contrôlée, il y a une association patriotique de l'Église catholique, un peu comme en Chine. Non, c'est une Église qui est unie, et c'est sa force aujourd'hui. C'est vraiment sa force. C'est-à-dire que les évêques font tous partie de la même Église, il n'y a pas de clandestin. Depuis 1980, ils ont une conférence épiscopale et ils se réunissent, ils ont cette possibilité de se réunir, de s'organiser de manière relativement libre. Sans contrôle? Il n'y a pas un contrôle d'État? Il y a un contrôle, mais tout se fait par la négociation avec les autorités. Et comment il s'exerce ce contrôle en fait? Il y a des émissaires qui sont envoyés pour discuter avec il y a des lettres qui sont aussi publiées et qui sont envoyées au gouvernement. Et l'Église du Vietnam
aujourd'hui, avance à petits pas, malgré des forces contraires parfois qui ont été très fortes et qui ont pu la paralyser ou l'immobiliser dans le passé. Elle continue son petit bonhomme de chemin et elle avance. Alors vous l'avez dit, le Vietnam est l'un des rares pays avec qui le Vatican n'a pas de relations diplomatiques, même si on constate quelques signes de rapprochement. Dernier en date, la visite du Premier ministre vietnamien au Vatican. On regarde. Le Vatican et le Vietnam n'ont pas encore de relations diplomatiques, mais leurs relations se sont améliorées ces dernières années. Pendant longtemps, nous avons invité le pape au Vietnam, mais comme nous n'avions pas de relations diplomatiques, il ne pouvait pas venir. Mais nous espérons qu'un jour ces relations soient établies entre le Saint-Siège et le Vietnam et que Benoît XVI nous rendra à leur visite. En tout cas, le Vietnam a fait d'importants progrès en matière de liberté religieuse, estime le Saint-Siège. Même si la nomination d'évêques passe toujours par l'État, tout comme l'admission de séminaristes dans les séminaires ou la construction d'églises. Mais la République socialiste du Vietnam n'a pu entrer dans l'Organisation mondiale du commerce qu'après avoir amélioré sa politique en matière de droits de l'homme. Il y a une tentation de revenir vers le passé pour condamner, critiquer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire maintenant et que nous devons le faire, surtout l'Église au Vietnam. Je pense que l'Église a un vrai devoir maintenant. Le Premier ministre vietnamien a aussi rencontré le secrétaire d'État, le cardinal Tarcísio Bertone, et le ministre des Affaires étrangères, Monseigneur Dominique Mamberti. Durant la rencontre, le Vatican a fait savoir son souhait d'œuvrer avec le Vietnam en faveur de la promotion de leurs valeurs communes et de l'aide sociale, ainsi qu'en créant une culture de la solidarité dans le monde. Vous souriez. Oui. Quelle est la situation en fait exactement entre le Saint-Siège et le gouvernement vietnamien? Disons que ce sont une situation de relations progressives depuis 18 ans, depuis donc cette première délégation qui s'est rendue au Vietnam en 1989. Et tout se fait de manière progressive, je dirais une politique de petit pas par petit pas. C'est-à-dire qu'on tend une perche, on la prend et puis on revient en arrière. Elle est saisie ou elle n'est pas saisie. Je pense que le Saint-Siège reste ouvert pour ne pas fermer de porte, tout en ayant des exigences en matière de liberté religieuse. Et ensuite, les choses évoluent à leur petit rythme. Quelles sont ces exigences, justement? Il y a des points concrets, des points précis, ou qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il y a des... C'est très difficile de dire ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas aujourd'hui du côté du Saint-Siège ou du gouvernement vietnamien, puisque les choses restent en soubassement et on ne sait pas trop exactement ce qui se négocie. Ceci dit, si on regarde l'évolution de la liberté religieuse depuis 10 ans, par exemple, on voit bien que l'évolution de ces relations a permis de porter du fruit et a ouvert une marge de manœuvre un peu plus large pour l'Église catholique aujourd'hui dans le pays. Il y a un peu de langue de bois, c'est ce que vous voulez dire Je pense, oui, effectivement, qu'il y a... C'est une politique qui fait un pas en avant et qui peut faire un pas en arrière le lendemain, mais ça n'empêche pas de continuer d'avoir des relations et de continuer à avoir ces relations sur la durée. C'est ce qui, je pense, permettra un jour d'avoir l'établissement de relations diplomatiques. L'Église peut former ses prêtres au Vietnam ? L'Église, aujourd'hui, peut former ses prêtres au Vietnam, mais l'entrée des séminaristes dans les séminaires nécessite l'approbation des autorités locales. Donc, c'est-à-dire... Donc tout se fait par la négociation avec les autorités locales. Et donc il y a des séminaires au Vietnam? Oui, il y a 6 séminaires au Vietnam et vous avez encore aujourd'hui des séminaristes qui attendent depuis des années pour rentrer au séminaire. Vous avez par exemple des prêtres qui ont été ordonnés récemment et qui attendaient depuis 30 ans d'entrer au séminaire et de pouvoir être ordonnés. C'est vraiment cette Église qui est persévérante et qui dure dans la foi et l'espérance. Ça, c'est vraiment le symbole de l'Église catholique aujourd'hui au Vietnam. On a du mal à comprendre. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui attendent, mais voilà. Il y a une enquête qui est faite sur eux. Voilà, il y a une enquête par rapport à l'histoire de sa famille pour savoir s'il y a eu des liens ou pas avec les forces opposées au Viet Cong et s'ils font de la politique ou pas. C'est tous ces éléments qui sont liés. Tout est lié. Voilà. Quel est l'état des vocations au Vietnam? Il y a une floraison de vocations au Vietnam. Vous avez à peu près 1000 séminaristes aujourd'hui au Vietnam. À titre d'exemple pour les vocations religieuses, vous avez une communauté religieuse, les Amantes de la Croix, qui sont des communautés diocésaines, qui ont été créées et fondées par Monseigneur Lambert de Lamotte, qui est cofondateur des Missions étrangères de Paris. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans les différents diocèses, sur 26 diocèses, je crois qu'il y a 23 communautés religieuses des Amantes de la Croix. Ouais. Elles sont plus de 5000.
C'est pour vous dire l'importance des vocations religieuses au Vietnam aujourd'hui. Il faut savoir que les prêtres et les religieuses ont un statut très respecté dans la société, y compris pour le gouvernement, de par leur rôle social et elles sont vraiment respectées et il y a beaucoup de vocations, ça attire beaucoup de jeunes. Être prêtre ou religieux, c'est une question aussi de statut social. Est-ce que c'est une réussite sociale que d'arriver à être prêtre ou religieux aujourd'hui au Vietnam ? Peut-être encore aujourd'hui, puisque l'essentiel des vocations aujourd'hui vient des milieux ruraux et on constate un ralentissement de la croissance des vocations en milieu urbain, notamment à Saigon. Comment vous l'expliquez ? Il y a un grand bouleversement de la société vietnamienne. Vous avez la région de Saigon qui fait plus de la moitié du PIB du Vietnam et ces bouleversements économiques et sociaux entraînent un bouleversement des valeurs dans les familles et aussi dans la vie de foi. Alors d'où les travaux des évêques, on en parlait au début d'émission, ils ont évoqué le terme de l'éducation, c'est ça ? Oui, les évêques réunis en assemblée plénière début octobre à Hanoï ont modifié leur statut qui datait de 1980, date de la création de la conférence épiscopale, et ont créé 5 nouvelles commissions pour mieux s'ajuster aux besoins de la société vietnamienne aujourd'hui, notamment au niveau de la formation, de l'éducation, de la jeunesse et des migrants, puisqu'il y a énormément de migrants qui viennent chercher du travail dans les environs de Saigon. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit lors de cette conférence ? C'est quoi le bilan de ces travaux ? Les bilans de ces travaux, les évêques ont notamment rappelé qu'en matière d'éducation, ils étaient quand même assez restreints dans la mesure où l'Église aujourd'hui n'a l'autorisation que d'ouvrir des crèches ou des écoles maternelles. Donc, elle ne peut pas avoir des écoles privées, si vous voulez. Les écoles privées sont interdites à l'heure d'aujourd'hui au Vietnam. Ils ont également rappelé l'importance de la formation. Et en 2005, vous avez eu à Ho Chi Minh la création d'un centre pastoral de formation qui est une première dans le pays, pour former tous ces catéchistes à transmettre la foi dans une société qui est en pleine mutation et qui s'ouvre sur le monde. Et cette mutation, qu'est-ce qu'elle entraîne comme problème ? Elle entraîne par exemple, si vous prenez les familles, un ébranlement des valeurs familiales, comme tout ce qui est confucianisme. Donc vous avez maintenant des personnes âgées qui peuvent se retrouver seules, ce qui n'était pas du tout le cas avant au Vietnam. Vous avez l'arrivée des divorces et l'éclatement des familles dans la région de Saigon, qui affectent les valeurs non seulement traditionnelles des Vietnamiens, mais également leur foi catholique. Dans ce contexte, quel est le rôle de l'Église ? Le rôle de l'Église est très important au niveau social puisqu'elle prend en charge beaucoup de pauvres qui sont laissés pour compte par la société vietnamienne aujourd'hui. Elle s'occupe également beaucoup des migrants qui sont déracinés de leur famille et de leur région et se retrouvent en milieu urbain, souvent dans une grande pauvreté. Donc là, elle joue un rôle essentiel et également aussi au niveau des malades du sida. Ah, ça c'est un phénomène aussi oui, ça, que prend en charge l'Église. Voilà, et qui est reconnu pour ces actions-là. Comment est vue l'Église au sein de cette société vietnamienne ? Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église catholique au Vietnam est une Église qui est respectée, de par justement cette notion de gratuité et de don aux autres qu'elle donne depuis tant d'années, malgré les persécutions qu'elle vit et qu'elle a vécues. Elle fait d'autres choses sur le champ social ? Sur le champ social, on est dans un pays communiste, donc le champ social, tout est relatif et tout dépend aussi de la marge de manœuvre qu'elle a au niveau local avec les autorités. D'accord. L'Église a une carte à jouer aujourd'hui dans ce contexte-là, parce qu'on dit que c'est une Église très vivante, très dynamique. Comment ça se passe au Vietnam ? C'est une foi en fait qui est vécue de manière communautaire, donc c'est très impressionnant lorsque vous êtes occidental et que vous arrivez au Vietnam, où nous vivons en Occident notre foi plus de manière individuelle. Vous avez des grandes célébrations qui durent plusieurs heures, avec une ferveur, un nombre de fidèles présents qui est impressionnant. Et il y a vraiment cette importance de se rassembler et de vivre sa foi. Peut-être également aussi parce qu'ils ont été brimés pendant tant d'années qu'ils n'ont pas pu se rassembler. Il y a d'autres explications, comment vous expliquez parce qu'on peut se dire, bon voilà, c'est difficile d'être catholique aujourd'hui au Vietnam, comme en Chine d'ailleurs. Comment on peut expliquer cette vivacité, cette vivacité, il peut y avoir plusieurs explications. Vous pouvez dire d'un point de vue spirituel que le sang versé des martyrs fait germer aujourd'hui de dévocation et explique l'essor de
de cette église catholique au Vietnam. Vous avez aussi également, je pense, le fait que c'est des gens qui ont une foi très profonde, qui vivent dans le quotidien. Donc, très naturellement, les parents vont parler des vocations aux enfants. Vous avez beaucoup d'enfants dans une famille. Nous, on ne nous parle peut-être pas assez aujourd'hui de la vocation. Là-bas, c'est une chose toute naturelle de savoir que des enfants vont devenir religieux ou prêtres. Et c'est très, très bien vu par les parents. Donc, je pense que tous ces facteurs jouent pour expliquer l'essor des vocations aujourd'hui au Vietnam. Et les catholiques sont de plus en plus nombreux. Quels sont les chiffres ? Les catholiques représentent entre 7 et 9% de la société, de la population vietnamienne aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Ho Chi Minh Ville, c'est 13%, vous voyez, donc c'est plus. Ça s'explique également aussi par les vagues de migration, puisque les gens viennent plus facilement chercher du travail dans le sud. Il y a d'autres religions chrétiennes en Asie qui sont et au Vietnam ? Vous avez 60% de gens qui sont bouddhistes. À peu près 10% qui sont de religion caodaïsme, donc qui est un amalgame un peu entre le bouddhisme, le taoïsme, d'autres religions aussi, avec des éléments aussi du christianisme, et le reste se dit sans religion, puisque aussi nous sommes dans un pays communiste. Ce qu'on appelle les sectes protestantes, est-ce que ça fonctionne là-bas au Vietnam ? Alors, elles connaissent un essor assez important, notamment dans les régions des montagnes. Il est très difficile d'avoir des chiffres, puisqu'elles ne sont pas unifiées et il n'y a pas de statistiques officielles, puisque selon leur appartenance d'église, elles peuvent très bien se dire église en ayant 10 ou 15 membres appartenant à une église protestante. C'est très très difficile d'avoir des chiffres. Mais on note effectivement un essor du protestantisme au Vietnam aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des relations entre catholiques et bouddhistes aujourd'hui, entre autorités ? Comment ça se passe ? Il y a des relations, parce que, notamment au niveau des fêtes. Il y a énormément de fêtes au Vietnam. Et il y a toujours ces rencontres qui se font entre mais ça se fait aussi également au niveau local, entre par exemple la pagode du coin et la paroisse catholique. Il y a des échanges qui se font de manière cordiale pour des événements qui marquent la société vietnamienne aujourd'hui. Donc on s'entend bien. Oui, mais pareil, le bouddhisme n'a pas la chance, lui, d'être unifié comme l'Église catholique et a une partie qui est surveillée et une partie qui est officielle. Vous avez vécu 1 an au Vietnam. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est cette persévérance dans la foi des catholiques vietnamiens qui, malgré des conditions difficiles, continuent leur petit bonhomme de chemin et continuent d'avancer à la suite du Christ. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marque. Qu'est-ce qu'ils nous disent à nous, catholiques français, catholiques occidentaux ? Ils nous disent qu'on a des très très belles églises, mais qu'ils ne comprennent pas pourquoi elles sont vides. Ils le disent, oui. Ça hein. S'il y avait un défi aujourd'hui pour l'Église du Vietnam, avec ses moyens, avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle peut faire, ça serait quoi ce défi ? Je pense qu'un des plus grands défis de l'Église du Vietnam aujourd'hui se situe dans l'éducation. Dans l'éducation, parce que l'Église souhaite créer des hommes libres et debout, et le fait qu'elle ne puisse pas avoir des institutions éducatives qui permettent aux jeunes générations de grandir et de faire face aux défis de la mondialisation, le fait de ne pas pouvoir transmettre ces valeurs par le biais des institutions éducatives, la prive d'un moyen d'action conséquent pour l'avenir de l'Église du Vietnam et de la société vietnamienne. Il n'y a pas une manière de contourner, de donner des cours clandestinement Bien sûr, vous pouvez toujours avoir des cours qui vont être donnés dans les paroisses ou des cours de soutien scolaire. Elles peuvent faire ce genre d'activité-là pendant les vacances scolaires. Mais ce n'est pas fait de manière officielle et ce n'est pas fait pendant les heures de cours officielles, puisque les enfants sont dans des écoles d'État. En France, est-ce qu'il y a une communauté catholique vietnamienne importante ? Oui, il y a une grande diaspora. Et le rôle de cette diaspora vietnamienne est tout aussi importante, je dirais, pour les églises qui les ont accueillis, puisque ce sont des communautés qui sont ferventes, dynamiques et qui apportent des vocations dans les églises, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des vocations aujourd'hui d'anciens boat people qui sont devenus prêtres ou religieux aux États-Unis ou en France et qui ravivent les églises occidentales.
Écoutez, merci Natacha Brunet pour Merci toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste à EDA, Église d'Asie. Je vais vous montrer la couverture, mais vous la connaissez peut-être déjà puisque nous recevons de temps en temps Régis Hanouy ici sur ce plateau. Église d'Asie qui est l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Voilà pour ce numéro du mois de novembre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Merci de votre fidélité.